Donc, bienvenue à tous les participants au webinaire sur la classe virtuelle de GeoGebra. Je vais vous présenter ma co-animatrice Sonia Fizet, qui est aussi en tâche de conseillère pédagogique pour le récit Maths Sciences Techno au service national, donc elle est à Québec. Et moi, je me présente Louise Roy, je suis aussi pour la récit Maths Sciences Techno. Je suis dans la région Couronne-Nord de Montréal. Donc, je vais vous présenter au départ la plateforme GeoGebra et ensuite, je vais vous amener dans une expérimentation. On va faire l'expérimentation avec la classe virtuelle, mais avec des questions sur l'enseignement à distance. Ensuite, on va voir en même temps, vous allez dans la classe virtuelle en tant qu'élève, mais je vais partager mon écran que vous puissiez voir la classe virtuelle vue de l'enseignant. Donc, ce que l'enseignant voit pendant que les élèves travaillent. Puis ensuite, on va discuter des contextes qu'on peut utiliser ce genre d'outils. Pour terminer, on va voir un petit peu comment créer et animer une classe virtuelle. Puis si vous voulez aller plus loin, la semaine prochaine, je vais faire un webinaire sur la création d'activités pour la classe virtuelle. Là, c'est une activité qui est déjà toute faite. Puis que vous allez avoir aussi, là, il est disponible, vous allez pouvoir l'utiliser aussi si vous voulez travailler avec cette activité-là pour l'expérimenter en tant qu'enseignant. Donc, vous allez vous rendre sur le site geogebra.org. Donc, vous devriez voir mon écran. Oui, on voit très bien. Vous allez, c'est beau? Donc, vous allez dans Classroom. Oui. Dans Classroom, ici, on va vous demander d'entrer votre code de classe. Moi, je vais aller dans mon interface d'enseignant. Bon, voilà. Donc, vous l'avez ici, RKZQKRAT. Les majuscules n'ont pas d'importance, l'espace non plus. Vous pouvez tout écrire ça dans un seul mot. Vous écrivez votre prénom seulement ou votre nom complet, comme vous voulez. Si vous avez un compte GeoGebra, vous pouvez aussi vous connecter. Donc, moi, je vois rentrer les gens, donc les élèves dans la classe. Je vois qu'il y a Récit MST en premier. Donc, c'est des tests que j'ai faits avec un compte Récit MST. Donc, je vois que Chantal est rentrée, Daniel, Julie, Sonia. Vous voyez, quand vous êtes enseignant et vos élèves sont à distance, vous avez une liste d'élèves que vous pouvez voir si vous êtes en synchrone, vous les voyez dans votre outil de visioconférence, vous savez qui est là. Donc, vous pouvez voir les élèves quand ils sont entrés dans la salle. Donc là, la première tâche, vous pouvez faire la première tâche, puis en même temps, si vous avez deux écrans, donc de voir au fur et à mesure ce que moi je vois arriver. Donc, dans l'écran qui est partagé, j'ai finalement la vue de l'enseignant. Normalement, je devrais voir chacune des personnes qui est en train de faire la tâche, donc de cocher les réponses. Donc, la question, c'est selon vous, qu'est-ce que c'est une classe virtuelle? Donc, je vois qu'il y a des réponses qui rentrent. Ça se peut qu'il y ait un délai, là. Je vois les réponses. Puis, en même temps, je peux afficher les réponses par exemple, par choix de réponse, le nombre de personnes qui les a cochées. Puis, vous pouvez regarder aussi, par exemple, Dani, si là, tu as coché A et B. Moi, je vois que tu as coché A et B. Maintenant, tu enlèves A, puis tu mets une autre réponse. Moi, je le vois tout de suite, là, la modification. Donc, je vois en temps réel qui a répondu à quelle réponse. Puis, ça se fait en temps réel. Fait qu'essayer de changer, de cocher puis de décocher une réponse. Là, on n'est pas en évaluation, là, puis de toute façon, si vous changez de réponse, c'est la dernière qui va compter. Donc, vous voyez, puis regardez à l'écran de l'enseignant, qu'est-ce que ça fait.
Je peux avoir, moi j'ai Je pourrais me sélectionné, permettre, bon, oui, 2. Oui. je pourrais me permettre de dire ce que vous voyez là, Classroom, c'est sorti juste depuis quelques semaines, là, pour ceux qui avaient déjà vu GeoGebra, il y a, mettons, avant la pandémie, ça n'existait pas. Fait que ça, c'est vraiment une nouveauté et d'avoir un tableau de bord puis la classe du Classroom en direct, là. Fait que c'est pas parce que vous ne le saviez pas avant, c'est nouveau. Mhm. Effectivement, ça a été mis public aux alentours, je crois, du mois d'avril. Je peux aussi montrer les bonnes réponses. Bon, moi, j'ai ciblé 2, mais ça pourrait être n'importe quoi. Si moi, j'avais sélectionné les bonnes réponses, je peux les montrer aussi ou les cacher. Ça, c'est plus utile pour l'enseignant qui est en classe et qui affiche à son écran le résultat ou les résultats des élèves là, qui sont en classe eux aussi. On va passer à la tâche 2. La tâche 2, c'est le triangle de Houssen. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle pédagogique. Donc, la question était, selon vous, où est situé l'élève par rapport à l'enseignant et au savoir quand l'élève est présent en classe? Donc, le petit bouton élève peut être déplacé. Il y a juste ce bouton-là qui peut être déplacé. Donc, moi, je peux voir qui est en train de le faire. Donc, vous pouvez déplacer. Puis, normalement, si vous déplacez, moi, je le vois en direct, le déplacement de chaque personne. Donc, en fait, vous pouvez faire les tâches jusqu'à la tâche 4. J'ai une question pour toi, Louise. Oui. Là, je vois sur ta capture d'écran, ton partage d'écran, bon, que tu vois la réponse de Julie. Moi, j'ai bougé. Moi, j'ai bougé. Est-ce que tu as été supposé de voir le mouvement ou faut que je fasse quelque chose pour que tu le vois? Non, je suis supposée de les voir. J'ai OK, fait des c'est bon. tests. En fait, j'ai fait des tests avec d'autres outils de visioconférence, puis j'ai fait des tests aussi. OK. Moi, avec 2 ordi, mon iPad et tout, puis on voit, c'est très fluide. Mais quand j'arrive avec Viable, j'ai rencontré le même problème avec la classe virtuelle de Graspable le mardi. Normalement, OK. c'est quand même assez fluide, mais on dirait qu'avec VIA, je sais pas si c'est à cause du partage d'écran ou si c'est à cause que VIA prend trop de ressources, mais OK. T'aurais vu, je verrais mon cas. Ben, par rapport à ton partage d'écran, je verrais comme enseignant mon carré ouais, où l'élève a déplacé. OK, c'est bon. ouais, exactement. Si tu veux éventuellement voir vraiment quand ça va bien, là, on pourrait, si dans ta commission scolaire, vous utilisez Teams, on pourrait faire un test avec Teams pour voir comment OK. ça sort. Mais ça bloque au premier. Par contre, je vais essayer, si je mets sur pause, normalement, vous devriez tous ne plus pouvoir travailler. Est-ce que c'est réellement ce que vous avez comme résultat? Non. Encore capable de travailler, Ah, oui. ben, il ne met pas le pause, en fait. Ça, il n'est même pas possible de le faire. Bon. Par contre, je suis anonymisé. Anonymisé, ça fonctionne. Parce que pause, normalement, fonctionne aussi. Là. Dès qu'on met pause, ah, je l'ai, il vient de rentrer. Bon, Ah. on vient de tomber en pause. Ça y est. Nous aussi, là. Là, On peut plus on travailler. vient de tomber en pause, là. C'est ça. Donc, l'enseignant peut dire, OK, on arrête tout le monde, et puis personne qui peut continuer. Ce qui est très pratique parce que des fois, avec des élèves, surtout quand ils sont à distance, ils vont continuer la tâche puis ils n'écoutent plus l'enseignant. Donc, on peut mettre en pause. Fait que l'enseignant peut décider quand c'est le temps de travailler ou pas. Puis, on peut aussi, surtout quand on est devant un groupe, ne pas afficher les noms. Donc, il y a le bouton anonymiser où ça devient seulement élève 1, élève 2, élève 3. Donc, on a vu, je pense que je vais revenir ici. OK, donc qu'est-ce qu'une classe virtuelle? Je pense que vous avez répondu un petit peu à peu près tous, là, un lieu d'apprentissage dématérialisé, puis un peu tout ça là, dans ma capture d'écran. J'ai pas mis le dernier point, là, mais il y avait le dernier choix.
Puis, vous avez vu ici que où se situe l'élève dans le triangle pédagogique de, je dis Hussein, c'est Hussein. Quand on met l'élève à distance, c'est qu'on l'éloigne de l'enseignant, mais on l'éloigne aussi des savoirs. Donc, en éloignant l'élève des savoirs, en fait, tout ce qui est l'apprentissage et formé, éduqué peut être un peu mis à distance, justement. Puis, les outils numériques sont là pour réduire les écarts. Quand on conçoit ou quand on utilise un outil numérique en apprentissage en distance, c'est toujours dans le but de réduire la distance, soit réduire la distance entre l'élève et l'enseignant, soit réduire la distance entre l'élève et les savoirs. Les outils de classe virtuelle sont un peu des deux, mais quand ils sont donnés en mode différé, ils sont vraiment pour réduire la distance entre l'élève et les savoirs. Quand on est en mode synchrone, là, on va aussi réduire la distance avec l'enseignant. Là, je vois quand même l'aspect de l'apprentissage à distance. Quel aspect a le plus d'impact? Je vois quand même 2 réponses. Donc, il y a la motivation, puis pouvoir revoir les notions enseignées. Donc, la motivation, je la vois au niveau de la distance entre, ça c'est vraiment l'enseignant et l'élève, puis revoir les notions enseignées, c'est vraiment l'apprentissage. Là, je vais vous laisser poursuivre avec les autres tâches, mais j'aimerais en même temps que vous passiez vos commentaires par rapport à l'accompagnement que l'élève peut avoir besoin, puis ce que vous pensez aussi que cette tâche-là, chacune des tâches va apporter au niveau de l'apprentissage pour l'élève, en quoi ça va être aidant de faire cette tâche-là, puis de la faire, l'avantage d'utiliser l'outil quand on a à travailler à distance plutôt qu'en présence. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon livret. Là, je commence à rentrer les résultats, c'est bien. Mais Sonia mentionne que la règle numérique permet de pallier à la manipulation. Puis effectivement, quand j'ai... parce qu'au début, mes premières activités étaient plutôt des activités de secondaire. Puis Sonia, tu m'avais fait remarquer que je pourrais peut-être faire plus des activités de primaire. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait plus des activités de manipulation. Là, j'ai partagé à l'écran ce qu'on appelle l'aperçu des tâches. Donc, je vois pour toutes les tâches, les 23 tâches, normalement, combien de personnes ont fait la tâche. C'est sûr que le fait qu'il y a un délai, je ne vois pas vraiment, mais normalement, on voit combien d'élèves sur le total. Il y a 6 personnes inscrites dans la classe. Donc, je vois à chacune des tâches combien de personnes ont fait la tâche. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous êtes concentrés? J'ai une impression. Oui. Moi, c'est Chantal. Je trouve ça intéressant. Je trouve, c'est ça que ça ressemble à Desmos. J'aime beaucoup voir ce que les élèves font en temps réel. Là, est-ce que c'est VIA qui cause des problèmes? Je ne sais pas. Nous, on utilise Teams à ma commission scolaire. Il faudrait que j'expérimente avec Teams. Ma question, par contre, c'est, là, moi, je enseigne en première secondaire. Et la partie qu'on est en train de faire, donc en mesurant les angles, j'étais rendue à mesurer l'angle, je trouve ça super intéressant parce qu'ils ont tellement de difficultés à mesurer des angles que là, au moins, ce serait très visible. Même chose lorsqu'ils mesurent avec une règle. Est-ce que déjà du matériel de montée, par exemple, moi, quand j'ai commencé dans Desmos au printemps dernier, je suis partie d'activités qui existaient, puis j'ai modifié, puis là, j'ai commencé à créer après ça mes propres activités, mais j'avais comme une base, un élément de départ. Est-ce que votre document avec vos tâches, est-ce que ça, parce que là, je n'ai pas trop compris quand on s'est connecté à Classroom, est-ce que c'est rendu dans mes choses? Est-ce que je vais pouvoir partir de ça? Est-ce qu'on a accès à des tâches déjà montées, comme tu sais, moi, là, avec la règle, ça, je ne sais pas comment monter ça, ou avec le rapporteur d'angle? Je pose la question tout de suite, même si c'est peut-être plus tard dans la réunion, parce que je vais devoir quitter dans une quinzaine de minutes pour aller, là, je suis à la maison et je mange en même temps, mais je m'en vais à l'école tout à l'heure.
C'est pour ça que je pose la question tout de suite. OK. Ben déjà, je peux vous dire que l'activité avec la règle, je l'ai modifiée. Je suis partie d'une activité qui était déjà faite et j'ai modifié. Le rapporteur, la même chose. La plupart des gens qui vont produire du matériel sur GeoGebra le mettent public. Donc, on peut utiliser, réutiliser. Et puis, ça fait partie de la licence de la plateforme. Donc, c'est une licence libre. On peut faire des copies. Comme là, l'activité que je vous ai fait faire, c'est une activité à partir de ce qu'on appelle un livret. Puis le livret est public. Donc, vous pouvez le reprendre. La seule chose, c'est que ça vous prend un compte GeoGebra. J'imagine que c'est la même chose pour Desmos. Vous devez avoir un compte Desmos pour pouvoir créer des activités. Mais vous pouvez prendre des activités déjà faites et les modifier. Puis, c'est libre. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Puis, c'est ce que j'allais un peu vous montrer aussi là, pour la suite. Donc, l'activité avec la règle, le but de ça, c'est quand on est à distance, d'expliquer à un élève comment placer sa règle pour prendre des mesures, ça devient compliqué, à moins de se filmer et tout. Donc, avec ce genre d'outil-là, la même chose que le rapporteur, ça peut être utile à distance. La classe vue de l'enseignant, normalement, on peut voir l'ensemble des tâches. Là, j'ai mis quand même une image dans le diaporama. C'est pas cette activité-là, c'est une autre activité là, que j'avais faite l'an passé. On peut voir l'ensemble des tâches et combien d'élèves sont à chacune des tâches. On peut avoir aussi les réponses anonymisées, comme j'ai expliqué. On peut mettre en pause. On peut voir les fenêtres graphiques pour chaque élève. Donc, on voit aussi ce que l'élève est en train de faire. Mais comme je vous dis, j'ai essayé avec d'autres plateformes. C'est seulement avec VIA que c'est pas fluide. Parce qu'avec les autres plateformes, j'ai essayé avec justement principalement avec Zoom, mais je pense que j'essaie avec une autre aussi, puis ça va très bien. Un autre truc aussi qu'on peut faire, là, je ne pouvais pas vraiment le montrer, mais quand j'ouvre une fenêtre de l'élève, si par exemple je vois la construction de l'élève avec la règle, il n'est pas capable de la placer, moi je peux ouvrir la fenêtre de l'élève, faire la modification, puis l'élève va voir ce que je fais dans son fichier, mais il voit en partage d'écran. Ça ne va pas s'enregistrer dans son fichier à lui. Donc, ça peut devenir aussi intéressant parce que l'enseignant peut travailler dans le fichier de l'élève sans que ça s'enregistre directement. Donc, ça, c'est une autre partie qui est vraiment bien, puis d'avoir l'affichage des statistiques. J'ai mis des questions avec réponse ouverte aussi parce que ça permet, quand on est en synchrone, d'amener des discussions avec l'élève. L'activité peut être faite par l'élève sans que l'enseignant soit connecté. Donc, moi, là, j'avais ouvert ma fenêtre enseignant. Vous êtes dans comme la fenêtre F, sauf que vous auriez pu, moi, je peux tout fermer, puis vous pouvez retourner avec le même code que vous avez, puis faire refaire les activités, puis il n'y a pas de problème non plus. Donc, ça peut être aussi utilisé en mode différé. Oui, donc, je vais me permettre de peut-être... Oui. Dans le fond, la question était aussi, est-ce que parce que tu nous l'as partagé, elle est dans notre compte? Mais la réponse, je ne sais pas si tu la donnes, mais si la personne sait qu'elle va cliquer, on peut dire que non, parce que là, on est comme élève. Alors, pour que, mais il y a moyen de le faire en se créant un compte, puis je pense que tantôt, tu as dit que tu vas montrer, là. Mais si on a le nom déjà de la ressource, on pourra la retrouver facilement. Mais c'est vraiment la bonne réponse, c'est que non, pas actuellement, mais toutes les ressources, ou presque, comme elles sont libres de droit, on peut les prendre, les modifier, les adapter. Alors, ça, c'est vraiment super. Puis, il y a une grosse banque d'activités. On pourra montrer peut-être la recherche avec le réseau tout à l'heure. Mais je pense que quand vous êtes comme élève, mais que vous êtes connecté avec un compte, si l'élève a un compte GeoGebra, il peut se faire avec son compte Google, c'est gratuit. Donc, ça va être dans le compte de l'élève. Donc, il peut l'avoir, il n'y a pas de problème aussi. Mais là, je vais vous partager l'activité qui est le livret du départ que vous pourriez avoir comme enseignant. Ça, c'est le livret qu'on appelle du départ. Donc, celui-là, vous pouvez l'ouvrir
Puis, vous pouvez créer une classe, créer votre propre classe à partir de cette activité-là. OK, là, je reviens avec l'élève qui a un compte. La classe auquel il participe est dans son compte. Et puis, il peut y retourner, la refaire ou la compléter s'il n'a pas eu le temps de la terminer. Quand il se connecte seulement sans compte en écrivant seulement son nom, là, il n'y a rien qui est conservé. Donc, s'il retourne puis il réécrit son nom, ça va créer comme un nouvel élève et il va être obligé de recommencer. Par contre, s'il a son compte, là, il va pouvoir poursuivre. Excuse-moi, tu viens de dire que tu avais partagé, mais là, je pense que j'ai manqué. C'est-tu dans le... Dans le clavardage. Oui, mais il est dans le... J'ai mis le lien dans l'article du récit aussi. OK, parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle le livret, là, qui est le livret du départ, ce que moi, j'ai conçu pour créer la classe. Je voulais dire aussi que l'élève, si l'élève, par exemple, a un compte, et puis il a fait sa classe, puis l'année suivante, ou je ne sais pas trop, quelques mois après, il supprime la classe de son compte, ça ne va pas supprimer les résultats que l'enseignant a sur cet élève-là. Mais si l'enseignant supprime sa classe, là, l'élève, il ne pourra plus y accéder. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, la différence. Puis, à partir d'un livret, j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait claire. À partir d'un livret, on peut créer plusieurs classes. Donc là, j'ai ce qu'on appelle le livret où il y a toutes les questions qui sont apparues dans la classe. Donc, j'ai ce qu'on appelle le livret est composé de plusieurs activités. Donc, vous reconnaissez la question. Donc, les différentes questions comme ça, comment je l'ai monté. Puis, vous voyez en haut, c'est marqué « Créer une classe ». Donc, quand j'ai monté un livret, même s'il n'est pas tout à fait terminé, parce que quand j'ai créé une classe à partir d'un livret, même si je modifie le livret, ça va se modifier aussi dans la classe que j'ai créée à partir de ce livret-là. Donc, je pourrais rajouter une question, puis ça va se rajouter automatiquement pour les élèves. Donc, quand je clique sur « Créer une classe », là, ici, je dois donner un nom à ma classe. Je peux modifier le nom, parce que je pourrais dire pour le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, parce que si je veux créer plusieurs classes à partir de la même activité, je peux l'écrire ici. Puis ensuite, je fais « Créer ». Et ça me génère automatiquement ma classe virtuelle et un code. Le code, je peux dire aux élèves, vous allez dans GeoGebra Classroom et vous écrivez le code. Ou vous pouvez, en haut ici, partager le lien directement. Donc, créer une classe, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus de démarches à faire. Je vais revenir à mon livret. Puis quand je reviens dans mes ressources, mais ma classe est ici. Donc là, j'ai créé plusieurs classes à partir du même livret. C'est pour ça que des fois, il faut les identifier. Si vous avez des classes pour des groupes différents, vous les identifiez ici. Puis quand j'ouvre, j'ai automatiquement les résultats pour cette classe-là. On peut aussi, quelqu'un vous partage une classe, vous pouvez, à partir de la classe, voir le livret original. Donc, vous revenez au livret. Louise, si je comprends bien, un enseignant peut créer un livret d'activité. Il pourrait partager donc le livret aux élèves, mais il n'y a aucune idée, dans le fond, si les élèves ont consulté le livret ou pas, Ouais. alors que la classe, l'enseignant a des traces de ce que les élèves ont fait. Exactement. C'est exactement ça, parce qu'on peut prendre le livret. Comme je vous ai montré ce livret-là, on peut envoyer le lien directement aux élèves. Puis quand on crée des questions, comme on peut dire à l'élève, ben, va travailler avec ça. On crée des questions. À ce moment-là, les questions que j'ai créées, moi, j'ai mis un choix de réponse que vous ne voyez pas quand on le fait en classe. Parce que l'enseignant, c'est lui qui va vérifier si l'élève a mis la bonne réponse. Mais moi, si j'écris ici, je pense que c'était 5.5, puis je fais vérifier la réponse, là, il va me donner la bonne réponse parce que je l'ai écrit dans les choix de réponse. Ou si quand c'est des choix de réponse ici, je peux faire vérifier. Ça me dit si c'est bon ou pas. Donc, on peut faire aussi, mais là, l'enseignant, comme dit Dani, n'a aucune idée que l'élève a fait, il ne sait pas si l'élève a fait
les activités ou pas. Donc, c'est le retour là, qui peut être différent. Donc, c'est ce qui s'est rajouté là, avec Classroom là, de GeoGebra. On a la possibilité aussi de créer des groupes. Ça, je n'ai pas parlé, là, mais dans l'auto-formation des groupes, les groupes sont là depuis longtemps, puis c'est un petit peu la même chose que les classes, sauf que là, c'est vraiment des groupes fermés où les élèves sont inscrits, etc. Mais là, on peut aussi là, faire des corrigés et tout ce qu'on voit dans la classe. Louis, moi, je suis dans mon GeoGebra, dans mon compte. Oui. Puis, je cherche justement l'activité, le webinaire, le livret. OK. Et je ne sais pas où chercher. Là, j'ai accueil, fil d'actualité. Puis quand je vais dans Classroom, ben, il me demande juste, comme si j'étais une élève, de rentrer un code. Oui. Fait que où est-ce que je suis supposée? Ben, je vois les ressources qui sont créées par d'autres profs, là, par exemple. Je vois plein de livrets qui existent, mais je n'ai pas vu le tien. OK. Le mien, il est dans le public, mais là, probablement qu'il ne sort pas. Il faut faire une recherche. Mais avec le lien qu'on a mis dans le clavardage, là, vous allez l'avoir. Quand j'ai cliqué sur le lien, ben, je ne sais pas comment le retrouver. Est-ce qu'il faut que je rentre ce lien-là dans ma recherche dans GeoGebra? OK. Quand on rentre le lien, si vous êtes connecté, je vais rentrer le lien. Là, vous allez arriver sur, là, j'en mets un au hasard, là, vous arrivez sur l'activité. Puis, il y a les 3 petits points en haut ici. Pour le mettre dans vos activités, il faut faire copier le livret. Là, à ce moment-là, il va rentrer dans vos ressources. Puis là, vous allez pouvoir le modifier, vous allez pouvoir créer des classes avec, parce qu'il faut toujours créer des classes à partir d'un livret qui est à nous. Parce que si la personne qui a fait le livret original, puis qu'on peut créer une classe à partir d'un autre, sauf que la personne, si elle supprime son livret ou a fait des modifications, ça va modifier dans nos classes aussi. Fait qu'on se fait une copie. Donc, on fait copier le livret. En faisant copier le livret, ça va ouvrir la page d'édition où on peut faire des modifications. Puis là, ben là, je ne fais pas de modification, je vais dire sauvegarder. Je pourrais modifier après. Là, j'arrive dans mes ressources à moi. Oui, Sonia? Moi, c'est Chantal. OK. Mais je ne vois pas présentement, c'est parce que là, tu es en partage d'écran, puis je ne vois plus le lien. Parce que tantôt, quand j'avais cliqué sur le lien, je voyais justement la mais là, je ne le vois plus, fait que je ne suis plus capable de le faire. OK. Je vais arrêter de Moi, je peux partager. ajouter, Louise, moi, ce que j'ai fait pour l'avoir dans mes fichiers, je suis allée sur la page d'accueil avec la loupe, puis comme je savais que ça s'appelait webinaire de la rentrée, fait que là, en tapant le nom, il me l'a sorti tout de suite. Alors ça, c'est une bonne façon, là, aller par le moteur de recherche. Donc, quand vous avez le lien comme ça, ben, on peut le copier dans nos activités, en faire une copie. Donc ici, j'ai remis ma page d'accueil. J'ai fait une copie d'une activité ici. Donc là, il vient d'apparaître dans mes ressources à moi. Parce que j'ai fait la copie. Puis à partir de cette copie-là, quand je l'ouvre, là, je peux créer une classe. Là, ce que je vais voir, c'est ce qui génère une activité ou une tâche. Quand vous étiez en tant qu'élève dans une classe, vous aviez des tâches. Quand on crée un livret, on peut faire finalement différents types d'éléments dans le livret. Je peux mettre des vidéos, je peux mettre des documents PDF, je peux mettre du texte et tout. Comme ici, j'ai une petite boîte de texte en haut. Ça ne génère pas une tâche. Ce qui va générer une tâche, ça va être soit des questions ou des fenêtres GeoGebra comme ça qui peuvent être manipulées. Donc, comme ici, les consignes en haut, ça ne génère pas une tâche, je peux avoir juste la consigne. Le graphique ici qu'on peut manipuler, ça c'est une tâche. Ici, c'est une autre tâche. Puis la question, c'est une tâche. Donc, dans cette activité-là, j'ai 3 tâches. Puis vous voyez aussi, quand vous êtes en mode élève, vous allez voir comme des chapitres, puis des tâches à l'intérieur. Les chapitres sont ici. Donc ici, j'ai une seule tâche. Ici, j'ai 3 tâches.
Donc ici, j'ai encore une tâche de manipulation, une question, une tâche de manipulation, une question. Donc chacun, ça fait des tâches comme ça. Donc pour gérer un petit peu ce qui est une tâche, quand on fait une activité, c'est comme ça qu'on voit ça. Donc ce sont les éléments graphiques et les éléments questions qui génèrent des tâches. Mais avant, on peut mettre des vidéos pour expliquer à l'élève, on peut mettre des consignes et tout ça. Ça va se retrouver juste en haut de la tâche. Donc, ce que j'ai mis ici, on peut créer donc plusieurs classes à partir d'une même ressource. Puis, si moi, l'activité, je vous ai envoyé ce matin, si cet après-midi, je décide d'ajouter une question, puis vous y retournez ce soir, ben, vous allez voir la nouvelle question dans l'activité. Là, je vous ai mis quelques activités pour créer une classe. Je peux vous dire que pour l'instant, on ne voit pas énormément de ressources dans GeoGebra qui ont été conçues pour les classes, parce que les classes ne sont pas là depuis tellement longtemps. Puis ce sont plus des activités avec des curseurs et tout ça que les enseignants vont se servir pour faire de l'enseignement. Donc, là, on commence à monter un petit peu plus. Il y a des gens qui commencent à faire des activités spécifiques pour les classes, mais il n'y en a encore pas énormément. Sauf ce qui peut être intéressant, c'est juste mettre des fenêtres graphiques et demander à l'élève de faire des constructions, comme la dernière tâche que je vous ai mise dans l'activité où vous aviez à faire des droites parallèles. Donc ça, ce genre de fenêtre-là, de mettre une fenêtre graphique et de dire à l'élève, va construire un triangle, va faire telle construction. Ça, c'est quand même assez simple à faire comme activité. Puis, ça permet justement de dire à l'élève, au lieu de dire, ben, va sur GeoGebra faire telle activité, c'est que là, on l'envoie sur, on l'envoie comme classe, en fait. Puis avec les consignes, puis ce qu'il y a à faire, puis nous, on peut voir comme enseignant ce que l'élève a fait. Donc, ça fait pas mal le tour. S'il y a des commentaires ou des réflexions par rapport à ça, c'est sûr que savoir ensuite comment créer les livrets et tout ça, ben ça, je vais voir ça la semaine prochaine s'il y en a qui sont intéressés. C'est dans le cours aussi sur Campus Récit, l'auto-formation GeoGebra 2. Il y a toute une série de vidéos qui expliquent comment créer les livrets et les activités. Ben, moi, je trouve ça très intéressant. Là, je ne suis pas prof de mathématiques, c'est difficile pour moi, mais je vois un outil. C'est sûr que moi, je vois beaucoup d'utilité, d'abord avec le livret, puis l'idée de la classe pour faire le suivi de tout ça. J'aurais aimé, là, je ne sais pas si les autres participants ont utilisé ce genre d'enseignement-là, surtout exemple au moment du confinement, pour savoir un peu comment ils ont pu vivre avec les élèves, qu'est-ce que ça a pu apporter aux élèves, est-ce qu'on y voyait un plus justement au niveau de la motivation ou de la compréhension des notions. J'aurais été curieux d'entendre des enseignants là-dessus. Mais c'est sûr que je vois un plus. C'est un beau partage, en tout cas, que tu nous présentes aujourd'hui. Merci, Louise. Ça fait plaisir. Oui, si vous testez, si vous avez des enseignants ou si vous êtes enseignant puis vous testez avec des élèves, ça peut être intéressant. La classe, en fait, ça n'ajoute rien comme tel aux outils de GeoGebra, dans le sens que de faire des constructions ou tout ça, c'était déjà là. C'est pas ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que l'enseignant voit travailler son élève ou peut faire des démonstrations, mais c'est surtout de voir travailler l'élève parce que en visioconférence, il n'y a rien qui empêche l'enseignant de partager son écran pour faire une démonstration. Mais ce qui est plus difficile, c'est pour l'élève de montrer ce qu'il fait à son enseignant quand il est à distance. Puis c'est surtout là-dessus que les classes deviennent intéressantes. Surtout s'il y a plusieurs élèves. Si on a juste un élève, si on est l'enseignant avec un élève, ben, il peut dire à l'élève partage son écran, mais quand il y a toute une classe, ça devient plus intéressant. C'est vraiment pour ça que l'outil est utile, c'est vraiment en contexte d'enseignement à distance.